Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Walid Ben Abderrahman, je suis architecte solution chez Amazon Web Services et aujourd'hui je suis accompagné par Ludovic Tressol, directeur de l'infrastructure cloud chez Thales Group. Ensemble, on va vous parler de la gouvernance sur AWS à l'échelle. Je vous partagerai quelques recommandations et services à utiliser et Ludovic vous partagera le retour d'expérience de Thales et comment ils ont atteint une maturité avancée sur le cloud AWS. L'un des avantages du cloud AWS est l'agilité qu'il permet d'avoir. Les clients peuvent innover, tester, expérimenter de nouvelles idées rapidement, ce qui leur permet d'être compétitifs. D'un autre côté, il y a les équipes IT qui ont un rôle historique de contrôle et de mise en place de gouvernance. Ils ne doivent pas être bloqueurs et ils doivent être ici pour aider à l'innovation. En prémisse, on peut avoir un dilemme entre agilité et contrôle. Sur AWS, on peut avoir les deux. Alors, quels sont les contrôles nécessaires qu'on doit mettre en place pour atteindre cette gouvernance et pour atteindre cet équilibre entre agilité et contrôle? D'abord, on va mettre en place un environnement qu'on va avoir sous forme de multi-comptes, comme approche multi-compte. On va avoir des comptes qui vont être dédiés pour la sécurité, des comptes qui vont être dédiés pour la production, d'autres comptes où on va partager des ressources et des comptes, par exemple, pour l'innovation. En même temps qu'on met en place ces comptes-là, on va mettre un ensemble de contrôles de sécurité. Ces contrôles-là vont peut-être répondre à une conformité, à des règles de sécurité liées au workload et au projet que vous avez à mettre sur le cloud AWS. Ensuite, vient la partie delivery et opération. Et c'est là où justement on va chercher à avoir de l'agilité tout en maintenant ces contrôles de sécurité et ces contrôles de gouvernance. Et un dernier point important, c'est la partie coût. Comment je vais contrôler dans le cloud où le paiement à la demande est le principe de base, comment je vais contrôler les coûts et comment je vais mettre en place des budgets et les contrôler dans l'avenir. Commençons par la sécurité. Alors, dans ce cas-là, je vais vous proposer un cycle de vie pour la sécurité pour atteindre une certaine maturité. D'abord, on va commencer par identifier les ressources et les risques associés à ces ressources. Le but, c'est de mettre en place des protocoles ou des contrôles réactifs. Donc, un exemple de contrôle réactif, mettre en place un contrôle de flux, ouvrir des flux nécessaires, ouvrir juste les flux nécessaires, placer les chiffrements, par exemple, mettre en place du chiffrement adresse ou en transit, par exemple, se protéger des attaques DDoS, et ainsi de suite. Une fois qu'on a mis en place ces protocoles ou ces contrôles réactifs, on va détecter ce qui se passe en temps réel. On va savoir si, par exemple, il y a une menace, s'il y a quelque chose ou une anomalie qui est en train d'arriver sur mon infrastructure, sur mes workloads. Le but, bien sûr, étant de corriger et de répondre à cette anomalie-là. Alors, pour pouvoir le faire, le meilleur moyen de le faire, c'est automatiquement. C'est de pouvoir répondre d'une manière automatisée à cette menace. Et en même temps, une fois qu'on a mitigé le risque, de répondre ou d'investiguer sur ce qui s'est passé justement pendant la menace. Et si par malchance, on a pu perdre des services, on peut les retrouver, ou si on doit redéployer notre infrastructure, ou on doit faire des backups, on peut les récupérer directement dans cette phase-là de recovery. Et ce qui est intéressant, c'est à partir du moment où on a investigué, on a répondu, de remettre un certain nombre de contrôles préventifs et détectives. Alors, quels sont les services AWS qui peuvent vous aider à répondre à ce besoin-là? J'en cite quelques-uns ici. Dans la partie identification et dans la partie réponse préventive ou contrôle préventif, on va retrouver des services comme IAM, Identity and Access Management. Vous donnez les actions, vous donnez accès juste aux services nécessaires à vos utilisateurs pour satisfaire une fonction ou pour répondre à leurs besoins. Dans la partie détective, on va par exemple retrouver Security Hub, qui est un endroit centralisé qui vous permet d'avoir d'un coup d'œil l'état de la sécurité sur AWS en se basant sur un certain nombre de flux, en se basant sur un certain nombre de services directement derrière AWS. Et dans la partie responsive, par exemple, de mettre en place Lambda, qui va devenir votre ingénieur de sécurité additionnel et dans ce cas-là, répondre tout de suite à ce qu'il peut y avoir comme menace sur la plateforme et utiliser Detective, qui est un service qui vous permettra d'investiguer et de savoir ce qui s'est passé en se basant sur un certain nombre de données cumulées dans ce service-là. Voilà pour la partie sécurité. Je passe la main maintenant à Ludovic qui va nous partager le retour d'expérience de Thales et comment ils ont répondu au challenge de la sécurité à l'échelle. Bonjour Ludovic. Bonjour Walid et merci pour cette invitation.
Alors j'ai le plaisir d'être avec vous pendant 30 minutes pour vous parler de nos pratiques liées à l'automatisation, des erreurs que l'on a pu commettre et surtout des solutions que l'on a déployées pour arriver à gérer à l'échelle notre écosystème AWS. Alors, je suis Ludovic Tressol, je suis responsable des infrastructures public cloud au sein de la société Thales. Mon équipe gère les aspects financiers, la sécurité ainsi que la compliance et nous avons la chance de gérer les opérations 24/7 pour les solutions Thales. Alors, pour vous résumer Thales, nous servons 5 grands secteurs essentiels. Tout d'abord, la défense et le transport terrestre, le secteur de l'avionique ainsi que le secteur spatial, enfin le domaine de l'identité et de la sécurité numérique sur lequel opère mon équipe. Donc un petit tour d'horizon de notre journée dans le cloud. Alors, la bonne pratique voudrait que l'on commence petit. Bon, ça n'a pas été le cas. On a commencé par une migration de centres de données et par migrer une vingtaine de solutions dans le cloud AWS. Donc nous avons démarré par la création de 50 AWS en suivant les bonnes pratiques. Nous avons séparé les environnements, développement, pré-production, production, ainsi que les fonctions spécifiques comme la fonction IAM et la fonction de sécurité. Donc nous avons par la suite continué notre expansion, une plus forte diversité des services AWS utilisés, la création d'une organisation et ensuite on a rajouté également un certain nombre de solutions dites régulées, donc la gestion de solutions PCI DSS et SOC 2 et donc on a finalement un passage également à l'échelle pour l'aspect de la conformité. Donc actuellement, nous déployons dans le monde dans plus de 10 régions avec plus d'une centaine de comptes AWS et la tendance est grossissante et a imposé un certain nombre de pratiques liées à l'automatisation pour passer à l'échelle. Alors un domaine où l'automatisation prend tout son sens, c'est la sécurité. Et je vais partager avec vous aujourd'hui notre pratique liée à la gestion des incidents de sécurité. Alors, tout d'abord, parlons de détection. On utilise 3 grands types de services comme ceux d'Amazon, donc on utilisera GuardDuty, nous utilisons également Inspector, ainsi que AWS Config. Un deuxième type d'outils que l'on utilise également, ce sont des outils du marché. On utilise par exemple des antivirus du marché, mais aussi des outils open source comme Cloud Custodian que l'on a fortement personnalisé. Et enfin, l'équipe de sécurité aussi a développé sa propre secret sauce pour détecter des comportements malicieux et malveillants. Une fois la partie détection en place, la partie collecte est faite avec AWS Security Hub. Donc cela nous permet d'agréger tous les événements de sécurité à un seul endroit. Donc cela facilite finalement la décision sur chacun des événements de sécurité et naturellement la réaction. Donc la décision elle aussi est automatisée. C'est grâce aux événements de Security Hub qui sont fournis à CloudWatch en quasi temps réel. Le tri des événements est réalisé avec des règles CloudWatch que l'équipe de sécurité intègre et qui sont sur le point de départ finalement pour la correction des incidents. Alors maintenant la réaction. Donc la réaction elle se fait en plusieurs étapes car elle peut être complexe dans le domaine de la sécurité. Donc on a utilisé Step Function pour ordonnancer toutes les activités nécessaires à une réponse efficace. Donc toutes ces actions sont codées sous la forme de microservices avec des fonctions lambda. Donc on retrouve des fonctions pour enrichir les environnements, les événements de sécurité, pour répondre aux incidents, pour les corriger, mais aussi des fonctions lambda qui font la glue pour pouvoir intégrer des services tiers, comme des services qui permettent de communiquer, des services de gestion des incidents pour gérer tout le cycle de vie de l'incident. Donc comme vous le voyez sur la droite, les événements qui ne peuvent pas être corrigés sont automatiquement envoyés aux équipes de sécurité pour une investigation qui est manuelle. Alors, j'aimerais maintenant aborder les erreurs que l'on a commises et surtout les solutions que l'on a pu déployer. Donc tout d'abord, comme vous l'avez vu dans notre journée du cloud, nous avons rapidement mis en place des bonnes pratiques pour la gestion des comptes Amazon. Mais nous sommes rapidement arrivés à la conclusion que cette gestion devait être beaucoup plus granulaire pour pouvoir limiter le fameux blast radius. Donc limiter aussi bien l'impact sur le plan opérationnel que sur celui de la sécurité. Donc pour prendre l'exemple de la sécurité, nous avons séparé toutes les fonctions de sécurité. Investigation, archivage de la conformité, détection d'intrusion. La deuxième erreur que l'on a du coup effectuée, malheureusement, nous avons intégré toutes les sources d'événements en même temps.
Donc le résultat, c'est qu'une multitude d'événements a été générée, a été agrégée dans Security Hub, et il était impossible de réagir avec autant d'alertes à la fois. Donc quelle alerte était prioritaire, quelle alerte ne l'était pas. Donc nous avons revu notre copie et nous avons réintégré chacune des sources de bout en bout, une par une, comprendre quels étaient les événements, les classifier en fonction du contexte de Thales, et enfin déterminer quelles étaient les bonnes actions à effectuer pour répondre efficacement aux incidents de sécurité qui finalement étaient les plus critiques dans notre cas. Alors le dernier point que je voulais aborder sur le sujet de la sécurité, c'était l'automatisation. Alors quand on parle d'automatisation, chez AWS, on pense tout de suite à Lambda. Donc ça a été également notre cas et on est très vite arrivé sur l'anti-pattern avec une fonction Lambda qui faisait 5000 lignes de code. Donc les incidents de sécurité, ils sont complexes à résoudre et les enchaînements de plusieurs actions peuvent être effectivement complexes aussi à gérer. Donc on a utilisé Step Function pour ordonnancer les différentes activités et nous avons créé une librairie entière de microservices serverless qui contenait toutes nos actions de sécurité. Donc cela apportait en fait plus de souplesse, plus de facilité à combiner les actions et plus de facilité aussi à intégrer les futurs workflows. Donc si la sécurité chez Thales est une priorité pour la gouvernance à l'échelle, elle implique également d'autres types de contrôles comme celui que l'on fait dans le domaine des opérations. N'est-ce pas, Walid? Effectivement, Ludovic, les opérations sont un autre challenge pour atteindre la gouvernance. Dit autrement, comment l'IT va permettre aux équipes de bénéficier d'utiliser les services AWS tout en gardant cette agilité-là. Prenons un scénario. Des utilisateurs qui veulent travailler sur la plateforme AWS. On peut leur permettre dans un premier cas d'accéder aux services librement. Cela ne va pas correspondre justement à une idée de contrôle ou de gouvernance. Une autre manière de faire, c'est de pré-approuver les services auxquels vos utilisateurs vont avoir accès. Alors, la clé ici pour pouvoir bien le faire, c'est de le faire d'une manière transparente. Et pour pouvoir le faire d'une manière transparente, ça passe par l'automatisation. Alors, prenons deux populations, un exemple de deux populations. Les DevOps d'un côté ou des business users de l'autre. Les DevOps, eux, ils vont vouloir accéder à des services pour pouvoir créer eux-mêmes leurs produits finaux. Un service ou plusieurs services. Les business users n'ont pas à savoir comment marche AWS. Ils veulent juste accéder à un certain nombre de produits ou de services qui leur permettra de répondre à leurs problématiques. Un exemple ici, les data scientists, ils veulent expérimenter, tester leurs modèles et les déployer. Alors, comment répondre à ces deux populations? Une manière de le faire, c'est de passer par un certain nombre de services, comme CloudFormation et Service Catalog. CloudFormation, d'un côté, vous permet d'avoir de l'infrastructure as a code. Et c'est là la première étape qu'on va pouvoir utiliser. Vous laissez à vos utilisateurs la possibilité de décrire ce qu'ils veulent mettre en place via un code. Derrière, vous allez pouvoir vérifier ce code-là, en quelque sorte le compiler, ajouter les contrôles nécessaires, enlever ce qui n'a pas à être et ajouter ce qui est à faire. Service Catalog d'un autre côté, on va pousser la gouvernance encore plus loin. En se basant sur l'infrastructure as a code et les templates justement CloudFormation, on va ajouter un certain nombre de contraintes et on va les publier dans des portails. Et vos utilisateurs, que ce soit des DevOps ou des business users, ils vont venir consommer ces services-là. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir les maintenir dans le temps. Vous allez pouvoir les mettre à jour, vous allez pouvoir les patcher, vous allez pouvoir les versionner et comme cela, vous allez pouvoir contrôler ce qui va être mis à disposition de vos utilisateurs. Vous voyez, on a mis un peu de l'agilité en même temps. Alors, Ludovic, comment vous avez répondu justement à ce challenge à l'échelle? Avec un chiffre, Walid, le numéro 8. Alors cet indicateur, c'est quoi? 8, c'est 8 heures de sommeil par nuit en moyenne pour les ingénieurs en opération. Alors, pourquoi on regarde cet indicateur? C'est très simple. Si les ingénieurs peuvent dormir la nuit, c'est tout simplement que l'automatisation se charge d'effectuer des tâches qui sont répétitives et à faible valeur ajoutée, par exemple la création et la mise à jour de l'infrastructure. Alors, je vais vous parler d'un des services principaux qui est utilisé par les équipes d'ingénierie pour délivrer leurs infrastructures. Vous remarquerez 3 types d'environnements que l'on crée de manière standardisée. Des environnements de développement, des environnements de pré-production et des environnements de production. Tout en haut, vous remarquerez également un environnement central qui va contenir toutes nos pipelines. Alors une pipeline d'infrastructure, c'est quoi? C'est avant tout un mécanisme qui va permettre aux équipes d'ingénierie de délivrer de l'infrastructure de manière sécurisée, mais aussi dans le respect des procédures d'opération.
Alors l'équipe d'ingénierie commence tout d'abord par créer son infrastructure as a code en utilisant CloudFormation. Les équipes utilisent ensuite AWS Code Commit pour stocker leur template d'infrastructure, mais aussi pour s'assurer de la bonne gestion des versions. Une fois le stockage effectué, les événements CloudWatch basés sur des règles que mon équipe a créées déclenchent un job code pipeline. Cet enchaînement va utiliser un certain nombre de services AWS, tels que des fonctions lambda pour faire la glue entre Amazon S3, qui va être utilisé pour du stockage temporaire, et DynamoDB avec l'utilisation des tables globales pour maintenir la référence à l'échelle de tous nos projets en cours et dans toutes nos régions. Alors une fois que la pipeline est lancée, c'est là que la magie opère. Nous avons un mécanisme qui permet de transformer chaque CloudFormation en produit Service Catalog. Service Catalog est un produit que l'on utilise intensivement dans les équipes pour créer et mettre à jour, mais aussi pour détruire nos infrastructures. À chaque stack CloudFormation correspond son produit Service Catalog. Et c'est ce dernier qui nous assure un déploiement sécurisé, maîtrisé, mais aussi nous donne la possibilité du retour arrière. Ces déploiements sont effectués sur les environnements de pré-production et de production à la demande, et les équipes d'ingénierie sont autonomes. Les pipelines avouent un retour systématique du succès ou de l'échec survenu lors de l'exécution. C'est un mécanique qui est utilisé sur toutes nos régions, et nous avons même maintenant la possibilité de pouvoir faire du déploiement entre les différentes régions. On peut créer une infrastructure en Irlande et ensuite faire une promotion de cette même infrastructure pour qu'elle puisse être basculée dans une région comme Singapour ou même les États-Unis. Et tout ceci en fonction des demandes du métier ou des demandes du marché. Alors après le cas pratique, je voudrais aussi partager, comme on l'a fait dans le cas de la sécurité, nos erreurs et aussi les solutions que l'on a pu mettre en place. Alors, la centralisation des pipelines. Pourquoi est-ce que l'on a fait ça? Tout simplement pour pouvoir tout d'abord déployer des mécanismes nouveaux de manière très facile à l'échelle et pour pouvoir aussi patcher en quelques minutes tout nos pipelines dans le monde. Enfin aussi pour avoir une gestion meilleure en termes de sécurité globale. Alors la problématique que l'on a très vite rencontrée, c'est que les pipelines avaient été créés au départ et ne donnaient que très peu de visibilité, ou une visibilité très succincte avec des codes d'erreur qui étaient très incompréhensibles par les équipes d'ingénierie. On a finalement mis en place deux solutions. La première, à chaque retour en échec, on mettait systématiquement un lien vers des bonnes pratiques. Alors des bonnes pratiques qui étaient poussées par mes équipes ou des bonnes pratiques qui étaient également poussées par AWS. Donc ça a permis aux équipes finalement de s'améliorer via l'outil de manière continuelle. La deuxième solution, ça a été l'ajout d'un mécanisme d'alerte et de blocage qui a permis d'éduquer les équipes d'ingénierie sur les bonnes pratiques. Donc, on voyait les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, mais aussi les pratiques qui étaient absolument interdites dans nos déploiements cloud. Au départ, nous avons déployé, et c'est la deuxième erreur, les pipelines dans les environnements de pré-production et de production. Et finalement, on s'est vite aperçu qu'il y avait énormément d'allers-retours entre ces deux environnements-là, entre les environnements de développement et les environnements de pré-production. On s'est aperçu finalement que les équipes d'ingénierie n'avaient pas du tout la même façon de déployer en développement et en pré-production. Donc la solution, ça a été tout d'abord de rajouter une pipeline dans les environnements de développement. Cela a permis d'améliorer l'expérience utilisateur, mais aussi de s'assurer d'un déploiement homogène entre les différentes étapes. La deuxième solution a été de créer un mécanisme de branche à l'intérieur d'AWS Code Commit pour pouvoir gérer beaucoup plus facilement les déploiements de configuration des environnements de développement, de pré-production ou de production. Alors automatiser les opérations, c'est bien, mais le faire en optimisation, en optimisant les coûts, c'est encore mieux. Walid, comment est-ce que tu conseillerais de le faire? Généralement via 4 étapes. La première, c'est d'avoir de la visibilité, savoir ce qui se passe au niveau de la plateforme. Quels sont les services utilisés, comment ils sont utilisés, quelle est la consommation associée à ces services. En se basant sur ces métriques, on peut aller à une deuxième étape, qui est une étape d'optimisation de coûts. On peut par exemple réduire la taille des instances que j'utilise. On peut les éteindre et les allumer à telle heure ou telle heure. On peut même changer l'architecture en se basant sur ces étapes-là, en passant sur un modèle serverless où on va faire des économies de coûts jusqu'à par exemple 70%.
Une troisième étape serait l'étape de la planification. Là, on va mettre en place une planification sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Je vais mettre en place des budgets nécessaires et je vais continuer justement à faire de l'optimisation de coûts via ce qu'on appelle les savings plans. Et une dernière étape, c'est là où on va atteindre une certaine maturité. On va avoir des processus, on va avoir des personnes qui vont être formées et on va avoir des outils qui vont nous aider à comprendre ce qui se passe au niveau de notre plateforme pour justement remettre les bons indicateurs à chacune de ces étapes-là. Alors, quels sont les services AWS qui vont vous aider à satisfaire ça? D'abord, pour la partie visibilité, 2 mécanismes simples mais puissants. D'un côté le tag et de l'autre l'approche multicompte. Avec les tags, on va créer un lexique qu'on va utiliser. Exemple, un projet avec un nom. Et de cette manière-là, je vais pouvoir identifier les ressources qui vont être associées à ce projet-là. Ou bien plusieurs comptes qui vont être associés à une business unit. Et de cette manière-là, je peux simplifier mon modèle et je peux comprendre comment sont réparties les ressources ou comment sont réparties la consommation sur ces ressources-là associées à une business unit. De l'autre côté, on a un ensemble de services qui vont permettre de collecter ces métriques-là, de comprendre comment on va optimiser et de justement planifier dans l'avenir. Si je prends un exemple, ce serait par exemple Cost Explorer. Cost Explorer qui, en se basant sur les tags ou sur les comptes, vous permettra de pouvoir organiser tout ça, comprendre votre consommation et vous donner un forecast sur les années à venir ou sur les mois à venir plutôt et de pouvoir optimiser à ce niveau-là. Voilà pour les recommandations. Alors Ludovic, comment vous avez fait ça en pratique? Avec de l'automatisation et encore plus d'automatisation. On va maintenant parler ensemble d'un des aspects les plus dimensionnants de la partie FinOps. Cela concerne les tags et surtout la gestion de ces tags à l'échelle. On retrouve sur le diagramme nos 3 différents types de comptes: développement, pré-production et production. Nos équipes d'ingénierie ont toute l'autonomie de placer un certain nombre de tags qui leur sont réservés, comme les tags financiers, et ce sur tous les services qu'ils utilisent. Maintenant, on va parler du mécanisme centralisé. Encore une fois, c'est une architecture serverless. Cela permet de gérer la conformité de tous nos tags. Tout d'abord, des fonctions lambda pour vérifier tous nos comptes. On vérifie la conformité des tags positionnés par les équipes d'ingénierie. Les fonctions sont réveillées par des événements CloudWatch planifiés. Toutes les non-conformités sont décrites directement dans une DynamoDB par projet, afin de déclencher a posteriori des actions correctives et du reporting. D'autres fonctions lambda sont réveillées lors de la réception de messages SQS qui sont envoyés par les lambdas de vérification pour corriger les tags des équipes d'ingénierie en fonction des règles définies par l'équipe FinOps. Enfin, chaque jour, des fonctions lambda de notification sont réveillées et envoient des rapports de non-conformité aux équipes d'ingénierie pour qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires. Alors, nos erreurs, nos solutions. Tout d'abord, on a voulu donner de l'autonomie aux équipes d'ingénierie sur les tags avec les aspects financiers. On a rencontré 2 problèmes principaux. Le premier étant que certaines équipes ne positionnaient pas forcément leurs tags financiers. Nous avions du coup des ressources qui n'étaient pas identifiables facilement et ça rallongeait énormément le temps de traitement qui pour nous était manuel pour retrouver les non-conformités et les corriger. Alors plus malin, certains ont fait du vol de tags financiers. Les équipes ont trouvé la bonne idée de faire payer leurs ressources par d'autres équipes, car elles appliquaient le tag financier qui ne leur appartenait pas. Là encore, un travail manuel, fastidieux et surtout un travail d'éducation à faire auprès des équipes d'ingénierie. Donc la solution a été l'automatisation complète de l'application des tags pour faciliter le quotidien des équipes d'ingénierie. J'ai plus besoin d'appliquer le bon tag financier. Mais aussi pour faciliter le travail de l'équipe FinOps, qui n'avait plus à faire la chasse aux équipes d'ingénierie. Le deuxième problème que l'on a rencontré, c'était l'utilisation du tag sur le domaine financier. On s'est aperçu après quelques mois de production que les tags financiers, comme nos infrastructures, évoluent assez fréquemment en fonction de critères, et c'est ce qui a causé un problème. Non-synchronisation de la finance avec le côté de l'infrastructure, tâche à faible valeur ajoutée que de retaguer à chaque fois toutes ces ressources quand un changement de structure financière intervenait. On a séparé le cycle de vie des informations financières, au final, avec la notion de projet d'infrastructure. Les informations FinOps sont gérées dans une base DynamoDB et chacun des projets conservait une notion d'identification au niveau, tel qu'un identifiant de projet que l'on rattache grâce à de l'automatisation à cette information financière.
Alors l'automatisation, elle apporte énormément de valeur sur tous les domaines que l'on a évoqués aujourd'hui. Une réponse efficace, systématique dans le domaine de la sécurité, une création d'infrastructures maîtrisées dans le domaine des opérations et une identification à l'échelle des ressources pour une meilleure gestion des coûts. Pour un passage à l'échelle, ces éléments sont vraiment indispensables. Effectivement, Ludovic, l'automatisation est l'un des facteurs essentiels pour atteindre une maturité de gouvernance sur AWS. On l'a vu tout au long de la présentation sur les 3 types de contrôles qui sont la sécurité, l'opération et la delivery et la gestion des coûts. 3 contrôles qui nous permettent d'atteindre une certaine maturité et d'avoir un équilibre entre la gouvernance et l'agilité. C'est un travail itératif. On témoigne les leçons apprises que tu nous as justement partagées. AWS met à disposition aussi un framework qui s'appelle le Well Architected Framework, qui vous permet de vous guider sur 5 piliers: la sécurité, l'excellence opérationnelle, l'optimisation de coûts, la fiabilité et les performances. Ça vous permet d'atteindre une gouvernance technologique. Je vous inviterai à aller lire les livres blancs et à utiliser le service que vous allez retrouver sur la console AWS. Voilà pour moi. Je tiens à remercier Ludovic pour le partage d'expérience et le retour d'expérience de Thales. Et je tiens à vous remercier de nous avoir écoutés tout au long de cette session-là. Je vous demanderai juste de remplir un sondage en ligne qui vous permettra justement de nous améliorer. Merci beaucoup et bonne journée.